6 ans de mariage. 6 années qui devaient être les fondations de quelque chose de durable, mais qui se sont révélées n'être que le décor d'une maison vide. Véronique a toujours été magnifique. Des cheveux couleur miel, des yeux d'ambre, un sourire capable de vous faire oublier le reste du monde. Je l'ai rencontrée à un mariage d'amis communs à Lyon. Nous avions dansé jusqu'à l'aube sur du Jean-Jacques Goldman et des vieux tubes de téléphone. Elle était professeure d'anglais au lycée, moi ingénieur dans le BTP. Une vie simple, un travail honnête, des projets d'enfants, une maison avec jardin quelque part en banlieue calme, où nous pourrions échapper au bruit de la ville. Mais ces 2 dernières années, quelque chose a changé. Véronique a commencé à se plaindre. « Notre lit est froid », disait-elle. Elle se sentait seule. Elle manquait d'intimité, de passion, de vie. J'ai essayé de discuter. Je demandais ce qui n'allait pas, je proposais des voyages, des dîners, des week-ends romantiques. « Ce n'est pas ça, Julien », répondait-elle avec ce soupir fatigué, comme si j'étais le problème, incapable de comprendre les choses les plus basiques. J'ai commencé à culpabiliser. Peut-être que je travaille trop? Peut-être devrais-je être plus présent? J'achetais des fleurs, je rentrais plus tôt, j'organisais des surprises. Rien n'y faisait. C'était un mercredi, je m'en souviens parfaitement, car mes mercredis sont toujours plus calmes. Les réunions finissent plus tôt. Je suis rentré vers 14 heures, pensant que nous pourrions passer l'après-midi ensemble, regarder un film ou simplement parler. Véronique n'était pas là. Étrange, car elle n'avait que 3 heures de cours le mercredi, elle aurait dû être rentrée à 15 heures maximum. J'ai envoyé un SMS. « T'es où ?» Elle a répondu 1 heure plus tard. « Retenue au lycée, réunion. Je rentre pour le dîner. » En temps normal, je n'y aurais pas prêté attention, mais quelque chose m'a piqué. Ce temps de latence avant la réponse, ce ton trop lisse. J'ai commencé à remarquer des détails. Le téléphone toujours posé écran contre table, le code changé sans explication, des vêtements que je ne me souvenais pas avoir vus lors de nos derniers achats, et ces absences. De plus en plus fréquentes, de plus en plus longues. Des voyages d'affaires pour une prof d'anglais, des conférences pédagogiques qui durent jusqu'au bout de la nuit, des cours particuliers supplémentaires qui étaient soudainement devenus sa principale source de revenus, bien que l'argent ne s'accumulât pas sur le compte. Je ne suis pas détective, mais je ne suis pas idiot non plus. J'ai vérifié les relevés bancaires. Des paiements réguliers à l'hôtel du Port, en centre-ville, non loin de son lycée. Toutes les 2 semaines, parfois plus souvent, toujours les mêmes montants. L'hôtel du Port, un bâtiment discret et bon marché, où l'on loue des chambres à l'heure. J'ai senti mon estomac se nouer. C'est impossible, pensais-je. C'est une erreur. Peut-être qu'elle paie pour quelqu'un d'autre, peut-être pour une collègue, mais je savais. Au fond de moi, je savais déjà. J'y suis allé le lendemain. Un petit immeuble défraîchi, une réception derrière une vitre, un type d'âge moyen qui n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. « Bonjour, je voudrais vérifier une réservation », ai-je dit, essayant de paraître normal, alors que mon cœur battait à tout rompre. « À quel nom ?» a-t-il grommelé. « Mercier. Julien Mercier. C'est mon nom, mon foutu nom. » Le type a cherché dans le système, a hoché la tête. « Oui, monsieur a une chambre permanente ici. La 12, à l'étage. Réservée depuis 3 mois, payée d'avance. Monsieur est... » Il a suspendu sa phrase, vérifiant une note. « Monsieur Damien Lefebvre. Pardon, je pensais que vous étiez l'autre. » Il m'a regardé avec gêne. Ça doit être une erreur dans le système. Il n'y avait aucune erreur. Véronique avait enregistré la chambre à mon nom et au nom de son amant. Marie sur le papier, un autre sur l'oreiller. Génial, vraiment génial. Si quelqu'un vérifiait les factures, il verrait mon prénom. Si quelqu'un posait des questions, cela ressemblerait à mon jardin secret. Et elle, innocente comme une colombe, car ce n'est pas son nom qui figure sur le registre. Je me suis éloigné de la réception, sentant mes jambes se dérober sous moi. Je me suis assis dans ma voiture sur le parking en face de l'hôtel et j'ai juste fixé cette entrée sale et grise. Là, c'est là que ma femme avait chaud, c'est là qu'elle se sentait vivante. Là, dans des draps bon marché, avec un type qu'elle avait probablement rencontré lors d'une formation ou sur Internet, elle construisait sa vraie vie. Et moi, je n'étais qu'un décor, un lit froid où elle revenait dormir pour de vrai, parce qu'il fallait garder les apparences, maintenir la façade de la normalité. Je suis resté là 1 heure, peut-être 2. J'observais les gens entrer et sortir, des jeunes couples,
Des hommes plus âgés avec des filles qui auraient pu être leurs petites filles. Et puis je l'ai vue. Véronique, mon épouse, dans le manteau rouge que je lui avais offert pour son anniversaire. Elle tenait la main d'un homme, grand, sûr de lui en costume. Il riait. Elle riait d'une manière que je n'avais pas vue chez elle depuis des années. Ils sont entrés à l'intérieur sans se retourner. Quelque chose s'est brisé en moi ce jour-là. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assis et j'ai senti tout ce que je pensais de notre vie s'effondrer comme un château de cartes. Mais avec cette douleur est venue autre chose. Une clarté froide, cristalline. Véronique pensait être maligne, qu'elle contrôlait tout, qu'elle pouvait avoir son lit chaud et moi comme port d'attache sécurisé en même temps. Elle se trompait. Car le dernier sommeil paisible dans cet hôtel miteux, c'est moi qui vais m'en charger. Avec ma vengeance. La semaine suivante, j'ai vécu comme un automate. Je me levais, j'allais au travail, je rentrais, je dînais avec Véronique, on parlait de la météo, de ses élèves, du fait qu'il fallait changer la machine à laver. Une normalité qui était la pire des tortures. Je la regardais de l'autre côté de la table et je voyais une étrangère. Chaque sourire était un masque, chaque « je t'aime », un mensonge prononcé avec une telle facilité que ça me glaçait le sang. Je ne lui ai rien dit tout de suite. Non pas parce que j'hésitais, je savais ce que j'avais vu, mais j'avais besoin de comprendre l'ampleur de la chose. J'avais besoin de tout savoir, chaque détail de cette trahison, avant de décider de la suite. Parce que si je dois me venger, et je savais déjà que je le devais, je voulais que ce soit précis, chirurgical. Qu'elle ressente exactement ce que j'ai ressenti, ce mélange de douleur, d'humiliation et d'impuissance absolue. J'ai commencé à observer, discrètement, prudemment. Je vérifiais son téléphone quand elle dormait. J'ai trouvé le code facilement. Elle utilisait la date de notre mariage, une ironie si cruelle qu'elle en était presque drôle. WhatsApp, Messenger, tout était sécurisé, mais elle laissait son ordinateur portable sans mot de passe. C'est là que j'ai trouvé plus. Des emails, des photos, des conversations avec ce Damien Lefebvre, qui s'est avéré être professeur de physique dans un lycée voisin. Marié, 2 enfants, un idiot souriant sur sa photo de profil Facebook qui ressemblait à une publicité pour un père de famille heureux. Leur correspondance était répugnante non pas par les détails obscènes, bien qu'il n'en manquât pas, mais par ce ton de complicité, cette intimité. Ils écrivaient à propos de nous, de notre endroit, de la difficulté de cacher leurs vrais sentiments. Véronique se plaignait de moi. Julien est si ennuyeux, prévisible, il ne me comprend pas. Damien répondait que sa femme ne l'attirait plus non plus, mais qu'il devait rester pour les enfants. Ils planifiaient l'avenir comme si leur adultère était une grande histoire romantique, et non une farce bon marché jouée dans une chambre d'hôtel à 50 € la nuit. J'ai aussi trouvé les factures. Des centaines de SMS de l'hôtel, confirmation de réservation, rappel de paiement. Tout à mon nom, tout sur notre compte commun. Je payais pour l'endroit où ma femme me trompait, pour les draps sur lesquels elle faisait l'amour avec un autre homme, pour le savon avec lequel elle se lavait après ses rencontres, avant de rentrer à la maison pour s'allonger près de moi et faire semblant que rien ne s'était passé. Ce qui faisait le plus mal, c'était que cela durait depuis si longtemps. Ce n'étaient pas des faiblesses isolées, des moments d'égarement. Il se voyait régulièrement, au moins 2 fois par semaine, depuis presque 4 mois. Il planifiait, réglait des réveils, inventait des excuses. Véronique me disait qu'elle restait pour des cours de soutien, des réunions, des rencontres parents-profs. Et moi, je la croyais. Parce que pourquoi ne croirais-je pas ma propre femme? Je me souviens particulièrement bien d'un soir. Elle est rentrée vers 22 heures, trempée par la pluie, avec un sourire forcé. Longue réunion, a-t-elle dit en jetant son manteau. Le proviseur veut encore changer le programme. Elle m'a embrassé sur la joue, étalée sous la douche. Je suis resté dans le couloir, écoutant le bruit de l'eau, pensant qu'il y a 2 heures, elle était dans la chambre numéro 12 avec Damien. Qu'elle sentait peut-être encore son odeur sur sa peau, qu'elle l'effaçait maintenant pour pouvoir reprendre son rôle d'épouse fidèle. J'ai vérifié le GPS de son téléphone, une fonction que nous avions activée pour la sécurité, car elle conduisait beaucoup seule. L'historique de localisation ne mentait pas. Hôtel du port, parking au coin de la rue, toujours les mêmes heures. Et encore une chose, parfois elle s'arrêtait au supermarché en chemin. Elle achetait des bricoles, un yaourt, du pain, des magazines.
pour avoir un ticket de caisse pour que la preuve soit réelle. Elle planifiait chaque étape, chaque alibi. Ce n'était pas une passion impulsive, c'était une trahison réfléchie, froide. Je ne comprenais qu'une chose. Pourquoi revenait-elle? Si c'était si bien là-bas, si elle se sentait vivante avec lui, pourquoi n'est-elle pas partie? Pourquoi tout ce cinéma? Et puis, en fouillant plus profondément dans son ordinateur, j'ai trouvé la réponse. Un message à une amie à qui elle se confiait apparemment. Je ne peux pas partir maintenant, Anne. Julien a un bon travail, l'appartement est à nos deux noms, et le crédit sera remboursé dans 3 ans. Damien ne peut pas non plus quitter sa femme, il a des enfants. On profite juste de ce qu'on a. Ce n'est pas mal, non? Je mérite un peu de bonheur. Et Julien ne se doute de rien, il est tellement confiant. Confiant. Ce mot m'est resté dans la tête comme une épine. J'étais confiant, donc j'étais stupide. J'étais honnête, donc j'étais ennuyeux. Je travaillais dur pour que nous ayons une vie stable, et cela me rendait prévisible. Toutes mes vertus étaient devenues des défauts à ses yeux. Et moi? Je devais être la base arrière confortable, le port sûr où elle revenait quand la vraie vie, celle de l'hôtel, avec l'amant, était momentanément indisponible. J'ai commencé à planifier. Chaque soir, quand Véronique dormait à côté de moi dans ce lit froid, qu'elle détestait tant, je m'asseyais dans le salon et prenais des notes. Je documentais tout, capture d'écran des messages, historique GPS, facture d'hôtel, photos de son téléphone. Je faisais des copies, je sécurisais les données, je me préparais. Car je savais que le moment venu, il n'y aurait pas de place pour l'erreur. Je ne voulais pas divorcer. Pas tout de suite. Le divorce aurait été trop facile pour elle. Elle aurait pu jouer le rôle de la victime, la femme malheureuse qui cherchait le bonheur ailleurs, parce que son mari était indifférent. Elle aurait pu continuer avec Damien, recommencer à zéro, et je serais resté derrière comme ce Julien ennuyeux qui n'a pas su retenir sa femme. Non, ce n'était pas le but. Je voulais qu'elle ressente ce que je ressentais. Cette douleur transperçante quand tu découvres que la vie que tu connaissais était une illusion. Cette humiliation quand tu comprends que tu as été un outil, un moyen pour arriver à une fin. Cette impuissance quand tu ne peux pas remonter le temps et changer ce qui s'est passé. Et la solitude, la pire, quand tu es allongé à côté de quelqu'un que tu aimes et que tu réalises que cette personne est une parfaite étrangère. J'avais un plan. Précis, réfléchi, sans violence, mais cruel dans sa simplicité. Véronique avait bâti son bonheur sur un mensonge. J'avais l'intention de retourner ce mensonge contre elle. Utiliser ses propres méthodes, ses propres outils. Et l'hôtel du port, son endroit chaleureux, là où elle se sentait vivante. C'est là que tout allait finir. Car le dernier sommeil paisible dans cette chambre, c'est moi qui m'en chargerai. La vengeance n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Ce n'est pas une explosion de colère ni une décision impulsive. La vraie vengeance est un travail froid et patient. C'est une partie d'échecs, pas de boxe. Et moi, ce Julien ennuyeux et prévisible, je me suis avéré être un excellent joueur. Le premier coup était le plus simple, connaître l'ennemi. Damien Lefebvre, 38 ans, prof de physique au lycée Saint-Exupéry, marié depuis 12 ans à Cécile, pédiatre. 2 enfants, Sophie, 10 ans, et Lucas, 7 ans. Ils habitent en appartement, ont un crédit immobilier, une 2e voiture achetée à crédit, un profil Facebook rempli de photos de famille, papa souriant avec les enfants à la neige, vacances à la mer, barbecue dans le jardin. L'image parfaite de la famille heureuse. Sa femme, Cécile, avait un Instagram ouvert, photos de son travail à l'hôpital, des enfants, citations motivantes sur la force des femmes. Dans un post, elle avait écrit « Le plus important dans la vie, c'est l'honnêteté et la confiance. Sans cela, même le plus bel amour se transforme en vide. » Je me suis demandé si elle savait. Si elle avait le moindre soupçon que son mari, le père de ses enfants, passait ses après-midi dans un hôtel miteux avec la femme d'un autre. Ou était-elle aussi confiante que je l'avais été? J'ai décidé que j'allais le savoir. J'ai trouvé son profil sur un portail pour parents où elle modérait un forum sur la santé des enfants. J'ai trouvé son email professionnel sur le site de l'hôpital. Tout était là, accessible publiquement, car pourquoi aurait-elle dû se cacher? Elle ne faisait rien de mal. C'était son mari le traître, pas elle. Tout comme je n'étais pas le traître, et pourtant, nos noms avaient été mêlés à cette sale affaire. 2e coup,
la documentation. J'ai acheté un dictaphone simple de la taille d'un briquet, comme ceux qu'utilisent les journalistes. Ça a coûté 70 €. Il enregistrait jusqu'à 20 heures sur une seule batterie. Je suis allé à l'hôtel du port. J'ai payé le réceptionniste 100 € pour une information, quand les Mercier avaient leur prochaine réservation. Le type, le même que la dernière fois, m'a regardé avec suspicion, mais l'argent a fait son effet. « Demain, 17 heures, a-t-il grommelé. Le lendemain, à 16h30, je suis entré dans l'hôtel par l'arrière. Le bâtiment était vieux, personne ne prêtait attention aux gens qui traînaient dans les couloirs. La chambre 12 était au premier étage. Les escaliers craquaient sous les pas. J'ai frappé à la porte d'à côté, la 11. Personne n'a répondu. Parfait. J'ai placé le dictaphone sous le radiateur dans le couloir, face à la porte de la 12. Les murs étaient fins comme du papier. On entendait tout. J'avais vérifié avant, en louant une chambre pour une journée sous un faux nom. Chaque mot, chaque son traversait ces murs de pacotille, comme une passoire. Je suis sorti. J'ai attendu dans la voiture sur le parking. À 17h15, Véronique est arrivée, seule. 10 minutes plus tard, Damien dans sa berline grise. Ils sont entrés ensemble, riant de quelque chose. J'ai attendu 1 heure, puis je suis retourné récupérer le dictaphone. L'enregistrement était limpide. Leurs voix, les rires, les bruits du lit, les discussions d'après. Véronique disait « J'ai hâte qu'on soit enfin ensemble pour de bon ». Damien a répondu « Tu sais que c'est compliqué. Les enfants, Cécile, laisse-moi encore un peu de temps ». J'ai écouté ça chez moi, au casque, alors que Véronique dormait à côté. J'écoutais comment ils planifièrent leur avenir, comme si je n'existais pas, comme si je n'étais qu'un obstacle à éliminer. Et quelque chose en moi s'est définitivement éteint. Les restes de doute, peut-être de remords, peut-être l'espoir que ça puisse s'arranger. Tout est mort cette nuit-là. 3e coup, la stratégie. Je ne voulais pas simplement les démasquer. Cela aurait été banal. Véronique aurait pu dire que j'étais froid, que c'était ma faute. Damien aurait pu retourner voir sa femme, s'excuser, promettre de s'améliorer. Et moi? Je serais resté avec un cœur brisé et le sentiment de n'avoir rien accompli. Non, je devais planifier quelque chose de plus grand. Quelque chose qui leur ferait comprendre à tous les deux ce qu'ils avaient perdu. Qu'ils ressentent la honte, l'humiliation et surtout les conséquences. J'ai commencé par des petites choses. Véronique laissait toujours son téléphone sur le plan de travail de la cuisine quand elle préparait le dîner. Un soir, alors qu'elle était dans la salle de bain, j'ai envoyé un message à Damien depuis son téléphone. « Chérie, Julien commence à se douter de quelque chose. On doit être plus prudent. » Damien a répondu 5 minutes plus tard. « Tu es sûr? On devrait peut-être faire une pause ?» J'ai effacé les 2 messages avant le retour de Véronique. Mais la graine de l'incertitude était semée. Ensuite, j'ai envoyé un email anonyme sur la boîte pro de Damien, depuis un compte temporaire. « Cher Monsieur Lefebvre, votre femme sait-elle où vous passez vos mardis et jeudis? Hôtel du Port, chambre 12. Intéressant, n'est-ce pas? Je n'ai pas signé, je n'ai pas donné de détails. Juste assez pour semer le doute, la peur, pour qu'il commence à avoir peur, à regarder autour de lui, à vérifier si on l'observait. Puis vint le temps de quelque chose de plus gros. Véronique avait un groupe WhatsApp avec les profs du lycée, une quinzaine de personnes, y compris le proviseur. Il y avait aussi Cécile, la femme de Damien, qui organisait parfois des collectes caritatives pour l'hôpital et collaborait avec les écoles. Un soir, alors que Véronique dormait, j'ai pris son téléphone et j'ai ajouté une photo à la galerie, une de celles que j'avais trouvées dans ses dossiers cachés, une photo d'elle et Damien dans la chambre d'hôtel, enlacés, souriant. Pas obscène, mais suffisamment explicite. Le lendemain matin, j'ai envoyé cette photo accidentellement sur le groupe. J'ai effacé le message juste après, mais trop tard. Plusieurs personnes l'avaient déjà vu. Véronique s'est réveillée face à une avalanche de messages privés. C'était quoi ça? Tout va bien? Est-ce qu'on vient de voir? Le proviseur a écrit « Madame Mercier, ne venez pas travailler aujourd'hui, s'il vous plaît. Nous devons parler. » Véronique était blanche comme un linge. Ses mains tremblaient en lisant les messages. Elle m'a regardé avec terreur. « Julien, je ne sais pas comment c'est arrivé. Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai souri calmement en me versant du café. « Qu'est-ce qui n'est pas ce que je crois? Tu m'expliqueras peut-être au petit déjeuner ?» Elle n'a pas répondu. Elle s'est précipitée hors de la maison 20 minutes plus tard, le téléphone à l'oreille.
essayant de sauver la situation. Ce n'était que le début, la première étape d'un long jeu que j'avais planifié, car je voulais qu'elle comprenne, pas seulement elle, mais aussi Damien, et tous ceux qui pensaient qu'on pouvait vivre dans le mensonge sans conséquence, qu'à la fin, l'addition arrive toujours, et que cette addition, c'est moi qui la présente. Si l'histoire t'a captivé, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire, qu'aurais-tu fait à la place de Julien? 2 jours après l'incident de la photo, l'atmosphère à la maison était lourde comme du plomb. Véronique essayait de me parler, de se justifier. Elle pleurait dans la salle de bain, mais je jouais le rôle du mari blessé qui ne sait pas encore quoi penser. J'ai besoin de temps, répétais-je calmement en la regardant dans les yeux. Tout ça est si compliqué. Je dois digérer. Elle buvait chaque parole, croyant qu'elle pouvait encore me manipuler, qu'elle pouvait encore réparer ça. Au lycée, l'affaire s'est répandue comme une traînée de poudre. Le proviseur était discret, mais les profs non. Les rumeurs allaient bon train. Véronique avec quelqu'un. Paraît que c'est un homme marié. T'as vu la photo? Personne ne savait exactement quoi et comment, mais ça suffisait. Véronique avait perdu sa position. Elle n'était plus la prof appréciée et professionnelle. Elle était devenue le sujet des chuchotements en salle des profs, des regards fuyants dans les couloirs. Et moi, j'étais la victime, le pauvre mari qui ne savait rien. Un jour, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu, voix masculine nerveuse. « Monsieur Julien Mercier ?»« Oui, ai-je répondu. »« C'est Damien Lefebvre. Il faut qu'on parle. » J'ai souri au combiné. Il a enfin osé. « De quoi voudriez-vous parler, monsieur Lefebvre ?» Silence, puis un soupir. « Vous savez, de Véronique. Tout ça est un malentendu. Il n'y a rien eu entre nous. C'est une photo amicale, mal interprétée. » J'écoutais ses mensonges avec fascination. Il était bon, je dois l'admettre. Voix assurée, ton convaincant. Si je n'avais pas eu les enregistrements, si je n'avais pas connu chaque détail, j'aurais peut-être cru. Une photo amicale? Ai-je répété lentement. Dans une chambre d'hôtel? Nouveau silence. C'était un hasard. On s'est vu pour le travail. On discutait de la collaboration entre les lycées. Je l'ai coupé. Monsieur Lefebvre, est-ce que votre femme est au courant de ces réunions de travail? Je devrais peut-être lui en parler. Après tout, la collaboration entre écoles, c'est un sujet intéressant. Je l'ai entendu déglutir. Écoutez, n'en faisons pas une affaire d'État. Je suis prêt à... Je peux vous dédommager pour votre temps. De l'argent, tout ce dont vous avez besoin. L'argent. Il pensait que c'était une question d'argent. Je n'ai pas besoin de votre argent, ai-je répondu doucement. Mais j'ai besoin que vous compreniez une chose. Ce que vous avez fait a des conséquences, et ces conséquences ne font que commencer. J'ai raccroché avant qu'il ait pu répondre. L'étape suivante demandait plus de courage. Je devais rencontrer Cécile, la femme de Damien. Je ne pouvais pas simplement lui écrire ou l'appeler. Ça aurait paru suspect, malveillant. Je devais le faire subtilement, naturellement. J'ai trouvé une annonce pour une collecte qu'elle organisait, une action pour les enfants d'un hospice. J'ai versé 250 € et envoyé un email. « Madame, je voudrais remettre un don personnellement et discuter d'un soutien futur. Je suis ingénieur en bâtiment. Peut-être pourrions-nous aider à la rénovation des locaux ?» Cécile a répondu le lendemain, chaleureusement et avec gratitude. Nous nous sommes donné rendez-vous pour un café dans le Vieux-Lyon, loin de son quartier, loin de Véronique. Elle est arrivée à l'heure, souriante, habillée simplement d'un jean et d'un pull. Elle avait les yeux fatigués. Pédiatre est un métier difficile, mais il y avait en elle quelque chose de noble, d'honnête, l'opposé de son mari. Nous avons parlé de la collecte, des enfants, de son travail à l'hôpital. Elle était engagée, passionnée. Au bout d'une demi-heure, tout à fait par hasard, j'ai mentionné « Et votre mari travaille aussi avec les enfants, n'est-ce pas? Professeur de physique ?» Elle a souri. « Oui, Damien adore son travail, même si ces derniers temps, il est si... absent. Il rentre tard, pensif. Il dit qu'il a beaucoup de cours supplémentaires. » J'ai hoché la tête avec compréhension. Le travail d'enseignant est exigeant. Je connais ça, ma femme enseigne aussi, l'anglais. Véronique Mercier, peut-être que votre mari la connaît? Il collabore parfois entre lycées. J'ai vu une lueur dans ses yeux, quelque chose d'infime, à peine perceptible, mais c'était là. Elle connaissait ce nom.
Peut-être que Damien l'avait mentionné, peut-être l'avait-elle vu quelque part? Je crois que oui, a-t-elle dit lentement. Il a peut-être mentionné ce nom. Je n'ai pas insisté, j'ai laissé ça là, comme une graine qui a besoin de temps pour germer. Nous nous sommes dit au revoir chaleureusement, j'ai promis de reprendre contact pour la rénovation. Je savais que le soir même, elle interrogerait son mari sur Véronique. Je savais qu'il mentirait, et je savais qu'elle commencerait à faire attention. Le même soir, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu initialement, mais que j'ai jugé nécessaire. J'ai écrit une longue lettre sincère aux parents de Véronique. Ils habitaient loin, on les voyait peut-être 3 fois par an, Noël, anniversaire. C'étaient de braves gens, traditionnels, pour qui le mariage était sacré. J'ai tout décrit, l'hôtel, l'amant, les mensonges. J'ai joint des copies des factures, des impressions de messages, tout anonymisé, mais suffisamment clair. J'ai terminé par ces mots. Je n'écris pas par colère. J'écris parce que votre fille a besoin d'aide avant de se perdre complètement. Peut-être qu'un mot de ses parents la réveillera. Je savais que ça ne la réveillerait pas. Je savais que ça la détruirait. Les parents de Véronique étaient son fondement, son point de repère moral. Leur déception serait pire que la mienne. Leur honte serait plus profonde que tout ce que je pouvais lui faire. J'ai envoyé la lettre par la poste, en recommandé, pour qu'il y ait une trace. Pour qu'elle ne puisse pas dire que c'est un faux, que quelqu'un a fabriqué ça. 3 jours plus tard, Véronique a reçu un appel de sa mère. Elles ont parlé 1 heure, peut-être plus. Je n'entendais que des bribes, pleurs, excuses, explications. Ensuite, Véronique a posé le téléphone et a regardé le mur pendant les 2 heures suivantes, sans dire un mot. Je savais qu'elle avait reçu ce que ses parents pensaient d'elle maintenant. Je savais que sa mère avait utilisé des mots qui résonneraient en elle pendant des années. Je ne ressentais pas de satisfaction. Ce n'était pas de la joie, pas de triomphe. C'était autre chose. Un sentiment froid et mécanique de justice. Véronique avait bâti son bonheur sur ma douleur. Il était temps qu'elle connaisse cette douleur de l'intérieur, qu'elle comprenne que chaque acte a des conséquences, qu'on ne peut pas vivre dans 2 mondes à la fois, être une épouse aimante dans l'un, une traître dans l'autre, sans payer l'addition à la fin. Et l'addition ne faisait que commencer. Car ce que j'avais fait jusqu'ici n'était qu'un échauffement. La vraie leçon allait venir plus tard, quand tous les deux, Véronique et Damien, comprendraient qu'ils avaient perdu tout ce qui comptait, et qu'ils l'avaient perdu par leur propre bêtise, leur propre avidité, leur propre mensonge. Les 2 semaines suivantes furent comme regarder des dominos, que j'avais moi-même installés, commencer à tomber lentement. Damien a commencé à paniquer. Il appelait Véronique des dizaines de fois par jour, mais elle ne répondait plus aussi souvent qu'avant. Je le voyais sur son téléphone, que je vérifiais maintenant sans scrupule. Je lisais leurs conversations, de plus en plus désespérée, de moins en moins sûre d'elle. « On doit arrêter quelque temps », a écrit Véronique un soir. Tout s'effondre. Julien sait quelque chose, mes parents savent. Au lycée, tout le monde chuchote. Je ne peux pas continuer comme ça. Damien a répondu 1 heure plus tard. Mais tu disais que tu m'aimais, que tu voulais être avec moi. Ça ne peut pas finir comme ça. Sa réponse fut glaciale. L'amour, c'est une chose. La vie, c'en est une autre. J'ai un crédit, j'ai des obligations. Je ne peux pas tout plaquer pour toi maintenant, puisque toi non plus tu ne peux pas pour moi. Je lisais ça et je ressentais presque de la sympathie pour Damien. Presque. Car lui aussi était empêtré dans cette toile autant que Véronique. Tous deux pensaient pouvoir jouer sur 2 tableaux, être assez malins pour tout avoir. Et maintenant que le filet se resserrait, ils se jetaient l'un sur l'autre, essayant de trouver un coupable. Cécile, la femme de Damien, a commencé à poser des questions. Je le savais car je suivais son profil Facebook, pas directement, via un faux compte. Elle postait des citations sur la trahison, sur les mensonges dans le couple. Le pire n'est pas qu'il t'ait trahi. Le pire, c'est que tu cesses de croire en la sincérité tout court. C'était un signe. Elle savait. Peut-être pas tout, mais elle pressentait quelque chose. Damien essayait sûrement de nier, de continuer à mentir. Mais les mensonges ont ceci de particulier. Plus on en raconte, plus ils s'en mêlent. J'ai décidé d'accélérer. J'ai réservé un rendez-vous avec Cécile, cette fois officiellement, en tant que bénévole voulant aider au projet de rénovation de l'hospice. J'ai apporté des plans, des devis, tout était pro, tout était légal. Nous discutions dans son bureau à l'hôpital,
Une petite pièce remplie de dossiers médicaux et de photos de famille. Sur le bureau trônait une photo encadrée. Cécile, Damien et les 2 enfants à la plage, tous souriants. C'est une belle famille, ai-je dit en montrant la photo. Elle l'a regardée, et dans ses yeux j'ai vu quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pas de la tristesse, mais du doute. Comme si elle n'était plus sûre que cette photo représente la vérité, ou seulement une illusion. Oui, c'est ma famille, a-t-elle répondu doucement. Du moins, c'est ce que je pensais. Je n'ai pas posé plus de questions. Pas besoin. J'ai simplement laissé une enveloppe sur son bureau en partant. À l'intérieur, il y avait tout. Les photos de l'hôtel, les impressions des messages entre Véronique et Damien, les factures de l'hôtel du port. Et une courte note. Je suis désolé que vous ayez à voir ça. Mais vous méritez la vérité, tout comme je la méritais. Julien Mercier. Je n'ai pas attendu sa réaction. Je savais qu'elle viendrait. Je suis rentré chez moi, où Véronique était assise dans le salon, regardant la télé sans le son. Elle ressemblait à l'ombre d'elle-même, joues pâles, yeux cernés. Elle avait perdu 5 kilos en 2 semaines. Julien, a-t-elle commencé quand je suis entré, il faut qu'on parle. Vraiment parler, de tout. Je me suis assis en face d'elle, calmement, les mains jointes sur les genoux. D'accord, parlons. Elle a pris une grande inspiration. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que ce que j'ai fait était horrible. Mais je ne suis pas une mauvaise personne, Julien. Je me suis juste perdu. Je me sentais seul, invisible. Damien m'écoutait, me comprenait. Je l'ai coupé en levant la main. Damien te comprenait? Un mec qui avait une femme et 2 enfants, qui te voyait dans un hôtel miteux, qui mentait à sa famille tout comme tu me mentais? C'est ton exemple de quelqu'un qui te comprenait? Elle a fermé les yeux. Je ne justifie pas ça. J'essaie juste de t'expliquer. Je ne veux pas de tes explications, ai-je dit doucement mais fermement. Je veux que tu comprennes une chose. Ce que tu as fait n'était pas un moment de faiblesse. C'était un mensonge planifié, systématique, pendant des mois. Tu réservais l'hôtel à mon nom. Je payais pour vos rendez-vous. Tu disais à tes parents, tes amis que tout allait bien, pendant que tu construisais une seconde vie dans mon dos. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Des centaines de choix chaque jour pour me mentir. Elle s'est mise à pleurer, de vraies larmes, pas celles simulées que j'avais vues avant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A-t-elle demandé à travers ses pleurs. Qu'est-ce que je dois faire? Je me suis levé la regardant de haut. Ce n'est pas ma décision, j'ai déjà pris les miennes. Tu vis maintenant avec les conséquences de tes choix. Et elles ne font que commencer à se révéler. 2 jours plus tard, le téléphone de Véronique a sonné le soir. Numéro de Damien. Elle a décroché en sortant sur le balcon, mais j'entendais à travers la porte entr'ouverte. Sa voix était aiguë, paniquée. Cécile sait tout. Elle a les photos, les messages, les factures. Un enfoiré lui a tout montré. Elle est partie de la maison, elle a emmené les enfants chez sa mère. Elle parle de divorce, qu'elle ne me pardonnera jamais. Véronique écoutait en silence. Qui lui a montré? A-t-elle fini par demander. Je ne sais pas. Une lettre, anonyme, mais il y avait une signature, ton mari. Elle a regardé à travers le balcon vers le salon où j'étais assis, lisant un livre. Nos regards se sont croisés. Dans son regard, il y avait un mélange de terreur, de colère et de compréhension. Elle savait. Elle savait enfin que c'était moi. Que tout ce cauchemar, toutes ces conséquences, ce n'était pas un hasard. C'était une vengeance précise, planifiée. Qu'est-ce qu'il t'a fait? J'ai entendu la question de Damien au téléphone. Véronique n'a pas répondu tout de suite. Elle restait là, à me regarder, et dans ses yeux je voyais quelque chose qui n'y était pas encore. La peur. Pas la peur de la punition, mais la peur de ce qui pouvait encore arriver. Car si j'avais découvert autant de choses, si j'avais réussi à faire tout ça, qu'est-ce que je pouvais encore avoir en réserve? Rien, a-t-elle fini par répondre, doucement. Encore rien. Mais je pense que ce n'est que le début. Elle a raccroché, est rentrée, s'est plantée devant moi. Pourquoi? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Pourquoi tu fais ça? Tu veux tout détruire? J'ai posé mon livre. Je l'ai regardé calmement. Je ne détruis rien, Véronique. Je montre juste la vérité. C'est toi qui as tout détruit quand tu es entrée pour la première fois dans cet hôtel. Je veille juste à ce que tout le monde voie ce que tu as fait. Elle a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues. Ce n'est pas juste.
J'ai souri tristement. Juste? Tu me parles de justice? Après ce que tu m'as fait? Elle n'a pas répondu. Elle est allée dans la chambre, a fermé la porte. J'ai entendu ses pleurs une moitié de la nuit. Je ne suis pas allé la voir. Je ne l'ai pas consolée, car il n'y avait plus de compassion en moi. Il n'y avait que le sentiment froid que le plan se déroulait exactement comme je le voulais, que chaque élément tombait à sa place. Et ce qui allait suivre était le vrai coup de grâce, celui qui allait montrer aux deux, Véronique et Damien, que leur rêve d'avenir commun était une illusion depuis le début, et que cette illusion, ce n'est pas seulement moi qui l'ai dissipée, mais eux-mêmes, par leurs bêtises, leur arrogance, leur conviction qu'on pouvait vivre dans le mensonge sans conséquence. Cécile Lefebvre a demandé le divorce le lundi. Je le savais parce que Damien a appelé Véronique en panique, et elle parlait avec lui sur haut-parleur, ne se souciant plus de savoir si j'entendais. Elle veut une pension, la garde complète des enfants. Elle dit qu'elle présentera tout au tribunal. J'ai tout perdu, Véronique. La maison, les enfants, le travail sans doute bientôt aussi. Sa voix se brisait. Véronique essayait de le réconforter, mais les mots étaient vides. Que pouvait-elle dire? Que ça vaudrait le coup? Qu'un jour ils seraient ensemble? Au lycée, l'affaire de Damien s'est répandue à la vitesse de l'éclair. Un prof qui trompe sa femme avec une collègue, c'est du carburant pour les rumeurs pendant des mois. Le proviseur de son établissement l'a convoqué. Il paraît qu'il a été question de manque d'éthique professionnelle et de congé forcé. Damien a essayé de lutter, d'expliquer que c'était sa vie privée, mais dans le petit milieu enseignant, ce genre de choses compte. Les parents ne veulent pas que leurs enfants soient instruits par quelqu'un qui a publiquement détruit sa propre famille. Véronique a aussi reçu un avis. Pas un licenciement, pas encore, mais une demande de mutation vers un autre établissement, pour le bien de tous. Elle était anéantie. J'ai travaillé 20 ans dans ce lycée, disait-elle en regardant dans le vide. J'y ai des amis. J'ai enseigné à la 2e génération des mêmes familles. Et maintenant je dois partir comme une criminelle. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à répondre. Mais tout ça n'était que l'intro. Le vrai final, je l'avais préparé pour le mercredi, exactement 3 mois après avoir découvert la vérité. J'ai réservé une salle de conférence dans un petit restaurant, un endroit discret mais public. J'ai envoyé les invitations. À Véronique, à Damien, à Cécile, aux parents de Véronique. Sur l'invitation, j'avais juste écrit « Il est temps de parler de l'avenir. Julien Mercier ». Véronique a essayé de me convaincre d'annuler. « Ça n'a pas de sens », disait-elle. « Qu'est-ce que tu veux obtenir? M'humilier publiquement ?» Je la regardais calmement. « Je veux que tout le monde entende la vérité, du début à la fin. Que chacun sache qui tu es, qui est Damien. Et surtout, qu'il n'y ait plus de mensonges. » Ils sont tous venus. Les parents de Véronique, sa mère avec une expression de profonde déception sur le visage, son père raide, silencieux, Cécile Lefebvre, habillée élégamment, avec son avocat à ses côtés, Damien, pâle, nerveux, regardant autour de lui comme s'il cherchait une sortie, et Véronique en robe noire comme à un enterrement. J'ai commencé calmement, méthodiquement. J'ai présenté les faits, dates, lieux, factures. J'ai montré les copies des messages, les photos de l'hôtel, les enregistrements. Tout était propre, documenté, sans émotion. Pendant 4 mois, ma femme et monsieur Damien Lefebvre se sont rencontrés à l'hôtel du Port, dans une chambre enregistrée à mon nom. Je payais cette chambre sans le savoir. Véronique me mentait à sa famille, à ses amis. Monsieur Damien mentait à sa femme et à ses enfants. Il le faisait consciemment. Planifiait un avenir ensemble, tout en maintenant la façade de mariage heureux. La mère de Véronique pleurait doucement. Le père fixait la table. Cécile restait immobile, visage de marbre. Damien a essayé de dire quelque chose, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Je veux que vous sachiez tous encore une chose. Pendant ces 4 mois, j'ai essayé d'être un meilleur mari. J'apportais des fleurs, je prévoyais des voyages. Je demandais ce qui se passait. Véronique disait que le problème venait de moi, que j'étais ennuyeux, froid, prévisible. Je la croyais. J'ai commencé à culpabiliser. Et pendant tout ce temps, elle bâtissait une seconde vie m'utilisant comme un décor confortable. J'ai regardé Véronique. Elle était assise tête basse, ne regardant personne. « Véronique, tu voulais de la chaleur? Tu voulais te sentir vivante? Alors ressens maintenant les conséquences.
Tu as perdu la confiance de tes parents, le respect au travail, tes amis. Tout ce que tu avais s'est effondré. Et tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui ai détruit ça. C'est toi, chaque jour, quand tu choisissais le mensonge plutôt que l'honnêteté. Puis j'ai regardé Damien. Et vous? Vous trompiez une femme qui s'est sacrifiée pour vous et vos enfants. Un médecin qui travaille la nuit pour assurer la stabilité de la famille. Et vous l'avez remercié en la trompant avec une collègue. Maintenant vous perdez votre famille, probablement votre travail, votre respectabilité. Et encore une fois, ce n'est pas ma faute. C'est la conséquence de vos choix. Cécile a fini par prendre la parole, voix calme mais glaciale. Merci Julien, d'avoir montré la vérité. J'aurais pu vivre dans le mensonge pendant des années si vous n'aviez pas eu le courage de tout révéler. Elle a regardé Damien avec mépris. Je croyais te connaître. Je croyais qu'on était une famille. Mais tu as été un étranger pendant tout ce temps. Et je ne me pose même pas la question. On va se séparer, et tu ne verras les enfants qu'à travers le tribunal. Damien a fini par exploser. C'est de sa faute à lui. Il m'a pointé du doigt. Il nous a détruits. Il a tout planifié, manipulé, envoyé des lettres, montré des photos. C'est lui le monstre. Tout le monde l'a regardé avec incrédulité. Même Véronique. Je suis un monstre, ai-je répété lentement. J'ai montré la vérité. Une vérité que vous avez créée vous deux. Je ne vous ai pas ordonné d'aller dans cet hôtel. Je ne vous ai pas forcé à mentir. Je me suis juste assuré que tout le monde voit qui vous êtes vraiment. La réunion s'est terminée rapidement après ça. Les parents de Véronique sont partis sans un mot d'adieu à leur fille. Cécile est partie avec l'avocat, sans même un regard pour Damien. Lui est resté assis longtemps, fixant ses mains. Véronique pleurait, doucement, impuissante. Je suis resté jusqu'à la fin, j'ai payé la salle, rangé les documents. En sortant, je me suis arrêté près de Véronique. C'est fini, ai-je dit doucement. Demain, je fais tes valises. Tu pourras les récupérer quand je serai au travail. Le divorce est inévitable. L'appartement me revient, c'est moi qui payais le crédit. Mais je ne m'inquiète pas pour toi. Damien aussi sera libre bientôt. Peut-être qu'enfin vous serez ensemble comme vous le vouliez. Seulement dans un monde complètement différent de celui que vous imaginiez. Je suis sorti sans me retourner. Je ressentais un vide? Non. Je ressentais la paix. Pour la première fois depuis des mois, je sentais que je pouvais respirer à plein poumon. Que je n'avais plus à jouer un rôle, à faire semblant, à fermer les yeux. C'était fini. Véronique et Damien avaient tout perdu de ce qui comptait. Pas par vengeance, mais par leur propre choix. J'ai juste montré au monde qui ils sont vraiment. Les semaines suivantes, je me suis occupé de moi. Travail, amis que j'avais négligés, hobbies que j'avais abandonnés. J'ai doucement reconstruit ma vie sans Véronique. J'ai entendu des rumeurs, que Damien avait quitté la ville, que Véronique logeait chez des amis, que leur grand amour n'avait pas survécu un mois après qu'ils eurent tout perdu. Mais ce n'était plus mon problème. Car j'ai appris une chose. La trahison n'est pas seulement une promesse brisée. C'est la destruction de la confiance, base de toute relation. Et ceux qui sont capables d'une telle traîtrise en paient toujours les conséquences. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas de façon spectaculaire, mais elles arrivent toujours. Et moi, j'ai simplement aidé ces conséquences à accélérer. Si tu penses que Julien a bien agi, laisse un like. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Et dans les commentaires, écris, était-ce de la justice ou la vengeance est-elle allée trop loin?